Et tout ça, l'écrire, en parler, mais quels sont les enjeux justement? Le MVET, ça nous amène à quoi dans la société africaine de façon générale? Question hautement pertinente, hautement importante. C'est pour ça que c'est la meilleure émission. Mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, et on doit ça beaucoup au brillant présentateur que vous êtes. Oh. Oui, nous ne faisons pas la bande dessinée pour passer le temps, bien simplement pour nous distraire. C'est vrai que c'est un aspect que nous relevons, qui a son importance, mais ce n'est pas l'aspect primordial. Il y a dans cette volonté d'action le souci de relever des enjeux importants. Nous considérons qu'à travers la démarche artistique et culturelle qui est mise en œuvre aujourd'hui, il y a derrière un process, une architecture intellectuelle et politique qui sous-tend cette démarche. Nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui non seulement de conserver notre patrimoine antique, mais de le revaloriser. Car les peuples du monde ont leurs valeurs. Vous allez voir, ce sont souvent les mêmes valeurs. Les valeurs de dignité, les valeurs d'honneur, parce que l'homme est attaché à son honneur, à sa dignité. Les valeurs de liberté, les gens aimeraient faire ce qu'ils souhaitent tant qu'ils ne dérangent pas la société. Les valeurs de solidarité. Les peuples ont cela. Maintenant, ils les hiérarchisent de manière différente. Si nous prenons l'Occident, qui est souvent la référence pour beaucoup, l'Occident a mis la liberté au rang de valeur sacro-sainte. C'est la première liberté chérie par les Occidentaux. La liberté, la valeur de liberté. Et ce sont des sociétés libérales. Les Africains, avant qu'ils ne soient en train de changer, comme on le constate maintenant, avaient opté pour la solidarité. La valeur de solidarité était la plus importante dans la société africaine. Le consensus. Exactement. Comme actuellement. Parce qu'on ne pouvait être ensemble solidaires que lorsque nous apprécions le consensus. Mais ce que nous constatons, c'est que les Africains ne semblent plus vraiment être attachés à cette valeur. Oui. La notion de libéralité, la notion de capitalisme, la notion d'argent rend certains autonomes, distants et parfois indépendants de leur société native. Capitalisme. Et à partir de cet instant-là, ils ne s'inscrivent plus dans une valeur africaine. Ils s'inscrivent, il faut le reconnaître, dans une valeur fondamentale occidentale. Même si la liberté existe en Afrique, mais elle est subordonnée, assujettie à la société. Carrément. Donc nous voulons, à travers justement les bandes dessinées, remettre au goût du jour ces valeurs. Pour dire aux Africains, vous avez des valeurs, vous n'êtes pas obligés d'avoir les mêmes critères d'appréciation de ces valeurs que les Occidentaux. Vous avez votre personnalité, elle est libre, elle est indépendante. Bien. Mais comment arriver à régénérer justement la personnalité africaine? Parce que nous voulons que l'Afrique soit debout. Nous voulons une renaissance africaine, comme le président Thabo Mbeki. Mais comment le faire? Et pour le faire, je pense qu'il faut d'abord partir au constat. Le constat qui donne l'état des lieux. La personnalité africaine est une personnalité complexée. Les propos que je tiens sont naturellement contestables, j'en conviens. Mais c'est ma position. Et c'est l'analyse que j'ai faite de certaines réflexions, de certains comportements, de certains modes de pensée. On voit bien qu'il y a une sorte de complexe de négro-infériorité que l'Africain nourrit. Ah, nous les nègres, ah, c'est encore quelque chose des noirs. Oui, voici les phrases que l'on prononce. Et c'est pas tout. On continue en disant, ah, le blanc est fort, hein. Ou alors, Dieu est grand, mais le blanc n'est pas petit. Oui. Donc ce rapport entre Dieu et le blanc, fort, grand, petit. Ou encore quand on arrive dans sa famille, on est identifié comme étant un blanc. Exactement. Ouais, c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons renaître... Non, c'est trop fort ce que vous dites. Si nous voulons renaître, il nous faut d'abord faire ce constat. Ça, c'est un blanc, il ne mange pas ça. Non, parfaitement. Enfin, allez-y. On refuse maintenant de manger le manioc. On dit que ce sont les choses des nègres, on mange le pain. On a des comportements d'occidentaux. On n'aime pas porter les tenues africaines. Le costard, c'est toujours mieux, et c'est bien. Mais il y a aussi nos façons de nous vêtir qui ne sont pas si mal. Regardez les Ivoiriens quand ils portent, par exemple, leur grand boubou. Leur pagne traversée. Et vous avez aussi ces personnes qui
francisent leur nom. Alors, on s'appelle Nyambo. Bondalt. On va l'écrire Nyambolt. On s'appelle Ngomo, on va l'appeler Ngomolt. Donc, ce désir d'être un blanc. Comme si on recherchait... On s'appelle Moussavou, on devient Moussavat. Exactement. Et même plus loin, Monsard. Et même lorsqu'on prononce les noms, on dit plus Yag, on dit Yégué. Franchement, non, moi c'est Esteban Yégué. Vous voyez que c'est quand même fort. Voilà, ça fait chic, ça fait distinguer. Ouais. Donc on recherche comme une sorte de caution occidentale, caution blanche, pour avoir le sentiment d'être un être à part entière. Alors, mais ce comportement que nous constatons, c'est le fruit, en réalité, d'un processus qui trouve ses origines lors de la traite négrière. Parce qu'avant que les Blancs n'apparaissent dans nos vies, au XIIIe ou XIVe siècle, nous étions des Africains à part entière. Absolument. Nous avons nos valeurs. Nous étions là en nos bonne cultures. santé, on avait une certaine médecine. Parfaitement. Mais monsieur Ngomo, il faut quand même dire que nous ne pouvions pas ausculter du revers de la main autant de siècles de cohabitation. Donc ce qu'il y a peut-être à dire, c'est peut-être d'inviter les personnes à ne pas plutôt se dénaturer, mais à aborder la mesure de toutes les deux cultures et en forme qu'une, ce que nous on appelle en littérature l'hybridité. Des cultures en mutation, ce serait peut-être ce qu'il faut... Mais pourquoi justement, en parlant de ça, pourquoi les Noirs, les Africains, n'ont-ils pas imposé plutôt leur façon de faire aux Blancs qui sont venus vers eux? Mais ils l'ont fait, peut-être la par manque possibilité de de le force. faire. Ils l'ont fait. Ça veut Parce dire que déjà... quand on a par exemple les récits, pour ce qui est du Gabon, on a les récits de Wongo, on a par exemple le récit de Chaka Zulu en Afrique du Sud. On voit bien qu'il y a eu un combat parce qu'ils ne voulaient pas que ces personnes Il y a eu quelques poules de résistance, mais... les autres ont eu raison. Mais ce qui venait, en fait, c'est une petite parenthèse, M. Ngomo, ce qui venait nous coloniser, nous conquérir, entre guillemets, n'était pas plus nombreux. Et ça, c'est pas bien. Ils ne peuvent pas venir nous civiliser parce que nous étions la civilisation. Moi, je pense. C'est dommage, oui. Nous étions la civilisation et on n'a pas réussi à imposer ce que nous pensions être la civilisation pour nous à ces Occidentaux. Donc, quelque part, nos grands-parents n'ont pas eu tort d'accepter de vivre comme les Blancs. En même temps, ils sont passés par la religion aussi. Ça, c'était un autre argument qui a prévalu pour permettre que cet impérialisme s'implante et ben oui, que nous absorber on avait nos religions aussi. Il y avait le Mwiri, le Ndjobi. Pourquoi les Blancs ne disent pas mon grand comme on dit Boko et les Noirs viennent lire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi nous on a accepté ça? Mais peut-être que nous avons paru très faibles psychologiquement. Voilà. Si on est faible, c'est que les autres sont forts. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, nous, cette génération, moi je loue d'abord l'initiative de cette belle œuvre. Franchement, elle est d'une qualité. Malheureusement, elle ne vient qu'en 2009. Comme disait ma copine, elle est d'une œuvre, c'est une œuvre vraiment d'une beauté, de qualité supérieure. Mais c'est très bien que de comprendre cela, parce que le support du livre, ce n'est pas africain, c'est occidental. L'histoire, elle est africaine. On a là un assemblage de deux cultures qui permet de faire naître et de faire voir la culture qui est nôtre aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que les Africains ont pris la mesure de l'Occident, mais l'Occident aussi a pris la mesure de l'Afrique. Nous sommes des peuples entremêlés, par conséquent... À quelques proportions gardées. Monsieur Ngomo... Oui, j'apprécie beaucoup ce que dit Joël. C'est autant d'informations que nous intégrons dans notre analyse, dans notre débat. C'est une parenthèse encore. Et les années collège. Je voulais quand même rapidement revenir sur les raisons historiques qui peuvent justifier ce complexe de la négo-infériorité. Nous avons vu qu'il y a eu le choc de la traite négrière, le commerce triangulaire, et la puissance de feu, c'est ce qu'il faut dire. La puissance de feu de l'Occident a été terrible. Elle a réussi à battre la fougue, la résistance des Africains. C'est un fait de l'histoire. Bien. Donc, pendant 4 siècles, pendant 400 ans, on a asservi, on a rendu en esclavage les peuples d'Afrique qui ont été transportés en Amérique. Ça ne se fait pas sans conséquence. L'impact de la colonisation, de l'esclavage, reste important et je pense qu'on n'a pas encore réussi à mesurer cet impact, aussi bien dans la conscience noire des Afro-Américains, dans la conscience noire des Africains des îles, et puis dans la conscience noire des Africains du continent. D'accord ? Donc il y a un impact. Cet impact, bien entendu, pour moi, est un traumatisme collectif que nous avons reçu. Traumatisme qui nous a bien assis dans... Il y en a qui demandent à être dénommagés. Alors ce traumatisme nous a bien assis dans
ce complexe de négro-infériorité que nous n'avons pas avant. Ensuite, lorsque l'abolition de l'esclavage s'est produite, en 1938 pour l'Angleterre et en 1848 pour la France, les Occidentaux, on va dire l'Occident, grand chevalier des ordres universels, considèrent que les Africains qui ont une âme, parce qu'avant, les Africains n'avaient pas d'âme. Donc c'était des bêtes de somme qu'on pouvait traiter comme des esclaves en Amérique. Et maintenant qu'on avait reconnu que l'Africain avait une âme, alors il fallait que l'Occident vienne civiliser cette âme. Voici le deuxième choc. On va donc dire maintenant à l'Africain, tout ce que tu as comme culture, ce n'est pas de la culture. La culture, c'est la civilisation occidentale, on t'apporte la civilisation. Donc ils nous ont civilisés. Et donc la colonisation, avec les commerçants, avec les militaires, avec les religieux. Cette colonisation est venue calmement, obstinément, nous déstructurer mentalement. Parce que dans l'esclavage, c'était une déstructuration sociétale. Là, nous avons une déstructuration mentale et psychologique. On dit à l'Africain de se renier pour devenir l'autre, c'est-à-dire le colonisateur. Voici le deuxième choc, le deuxième traumatisme collectif. 400 ans d'abord, et la colonisation a duré entre 80 et 150 ans. Nous sommes déjà à 550 ans, un demi-millénaire. Ce n'est pas tout. Nous nous battons, lorsque Hitler a sa folie de régner sur le monde, nous nous battons contre les hordes hitlériennes. Et nous en venons à bout aux côtés des forces alliées. Après, nous nous battons pour notre indépendance. Et lorsque nous entrons dans la phase d'indépendance en 1960, pour la plupart des États africains, voilà maintenant le troisième choc que nous allons connaître, celui du néocolonialisme. Les deux, c'est le plus dangereux, le plus abject. Pourquoi? Parce que les deux premières formes étaient brutales. L'Africain ne voulait pas s'inscrire. On l'y a obligé. Mais dans le néocolonialisme, que se passe-t-il? L'Africain lui-même parachève l'œuvre de la colonisation. Il est acteur. Car de manière délibérée, il est acteur de cette volonté d'assimilation et d'acculturation. Il ne veut plus être un Africain, il doit ressembler au maître. Et bien entendu, sinon être le maître. Il lui faut enlever, ce serait un peu difficile ça. Il lui faut enlever donc tous ces oripeaux de l'africanité pour devenir en fait ce blanc qui ne sera jamais. Un peu comme l'oncle Tom. Voilà, ça nous renvoie à l'oncle Tom. Et donc, nous, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est cet Africain que nous avons en face de nous. Même s'il ne va pas le reconnaître, il porte les stigmates, de ces différents chocs et de ces traumatismes collectifs. Mais il nous faut absolument sortir de là et proposer au monde ce que nous sommes vraiment. Mais nous pouvons le faire d'autant mieux que nous allons revisiter notre histoire, notre patrimoine. Je m'appelle Kunta Kinte. Voilà. Et la démarche d'Alex Haley est instructive en ce sens, puisque Alex Haley a voulu savoir qui il était. C'est une démarche un peu, on va dire, d'autopsychologie. Je veux savoir qui je suis. On me donne un nom, Alex Haley, ça correspond à quoi? Tommy, c'est quoi? Moi, c'est Kunta Kinte. Important. Là, on a besoin de savoir qui il est pour qu'il se positionne et qu'il se donne une perspective. D'abord, aux États-Unis, il y a des laboratoires qui essaient maintenant de trouver par l'aspect génétique la descendance africaine des négro-africains aux États-Unis, des négro-américains, j'ai envie de dire, qui vivent aux États-Unis, effectivement. Donc, il nous faut cela. Il nous faut sortir de ce complexe, de la négro-infériorité. Il faut cette décomplexification de la personnalité nègre. Et après, lorsque nous serons sortis de là, nous allons nous appuyer sur le matériau, sur le socle, sur le patrimoine, sur les valeurs que nous avons revisitées. Est-ce que nous sommes attachés plus à la liberté qu'à la solidarité? Est-ce que nous sommes attachés plus au culte des maîtresses qu'à la polygamie? Voici des questions de fond qu'il faut maintenant aborder. Elles ont un caractère controversé, j'en conviens. Mais ce sont des débats que nous devons avoir parce que désormais, l'Afrique se retrouve à la lisière de deux cultures. La culture africaine, on va dire, traumatisée, qui est la sienne, et puis la culture puissante et agissante de l'Occident, qui est en train... Insaisissable déjà aussi. Et dans laquelle il est en train de se couler, consciemment ou inconsciemment. Donc, quand nous aurons revisité notre patrimoine antique, nos valeurs, alors nous pourrons affirmer une personnalité africaine régénérée. Et ce sont les Africains... Qu'en est-il aujourd'hui ?
fatigué.